Donc, il y a un sondage qui est rentré, puis c'est quand même dévastateur. Peut-être pas dévastateur, mais quand même, c'est un premier uppercut, là, disons, pour la CAQ, surtout en région de Québec. Ben oui. En fait, le sondage, c'est un sondage léger, pour léger marketing, là, mais en fait, il est lourd. Il n'est pas léger. Il est lourd pour la CAQ. Puis tu as raison de faire mention de notre épisode d'il y a 2 semaines, parce que effectivement, il y a 2 semaines, on disait quelque chose, puis évidemment, beaucoup de commentateurs dans les médias, etc., le disaient, c'est que cette histoire de 3e lien, de la manière dont ça a été géré, la manière dont c'est sorti, allait sans doute laisser des traces, et que le petit côté Téflon de la CAQ, jusqu'à présent, allait en prendre un coup. Là. Puis là, c'est sûr qu'on voit une espèce de petite fissure. Hein, tu te souviens, on parlait de fissure. Mm-hmm. Alors, écoute, on va le dire d'emblée. Il s'agit d'un sondage. Avant de dire que c'est une tendance, ça va prendre peut-être 3, 4, 5 sondages. Mais c'est quand même significatif parce que depuis 2018, depuis que la CAQ est arrivée au pouvoir, jamais la CAQ n'est tombée comme ça assez abruptement. D'abord en perdant 4 points au national. Certains diraient 4 points, c'est pas énorme, surtout pour un parti dont le vote est quand même assez étalé au Québec, pas concentré, mais quand même 4 points qui sont très révélateurs, surtout effectivement dans ce qu'on appelle la région métropolitaine de recensement de Québec, donc de la grande région de Québec, là, qui inclut aussi la rive sud de Québec avec Lévis et autres, là où les parties prenantes favorables au 3e lien étaient les plus importantes. Mais ça, attends, au national, je pense qu'ils perdent 4 points, mais dans la région spécifique que tu mentionnes... 14. Oui, exact. Dans la région spécifique, c'est 14. Ils sont passés de 40%, ce qui est quand même un score très fort, Oui. à 26. Donc, ça veut dire quand même que c'est une... comment dire? Ben, tu sais, quand je te disais que c'était un sondage qui était quand même lourd pour la Coalition Avenir Québec, perdre 14 points dans la région de Québec, c'est pas rien. Moi, je vais dire une chose parce que c'est sûr qu'avec l'expérience qu'on a, on en a vu des sondages. Là, puis, on voit un sondage, puis on l'analyse un petit peu, mais comme tu as dit, on ne veut pas tout de suite sauter dans des conclusions. Mais pour moi, c'est fascinant de voir, comme tu as dit, comment les choses vont évoluer à partir de maintenant. Parce que quand on voit le PQ qui a reçu pas mal, ben pas toutes, là, des 14 points qu'ils ont perdu, le PQ a reçu les 8 et le reste, je pense, c'est allé au Parti conservateur. Moi, ça m'intéresse beaucoup de voir comment cette région-là va se jouer. Et plus fascinant encore, c'est de voir un peu la réaction des gens dans cette région-là où c'est automatique. Ah, tu sais, on est trahis ou ils ont fait ci, ils ont fait ça. Moi, c'est fini. Let's go. Oui. On retourne à notre source. Oui. On retourne au bercail. C'est le Parti québécois. Ou peut-être le nouveau parti que, il y a les conservateurs maintenant qui ont leur place aussi. Moi, ça, je trouve tellement fascinant la façon que les gens, avec leurs intentions, font un shift, là, dépendamment des circonstances. Ben, en fait, c'est très intéressant ce que tu dis, puis je suis tellement d'accord. Puis, je vais te dire une chose. J'ai travaillé à Québec, puis j'ai aussi travaillé pour un ministre de la région de la capitale nationale. Et donc, je me suis imprégné de la culture politique, j'ai envie de dire locale, là, de cette grande région-là. Et moi, ce que j'ai toujours trouvé fascinant chez les gens de Québec, à la population du Québec, de la grande région de Québec, c'est cette comment dire cet éveil par rapport aux questions d'affaires publiques et politiques et donc les gens sont quand même beaucoup plus politisés que la moyenne québécoise. Et d'ailleurs, c'est pour ça que on peut voir parfois des sauts d'humeur. Il fut un temps où le PQ a déjà été plus ou moins fort dans la région de Québec, puis à un moment donné, le PLQ a été très fort. Regarde, maintenant, il est complètement absent. Il y a même des élus de Québec solidaire qui l'auraient cru il y a quelques années que Québec solidaire pouvait gagner des comtés dans la grande région de Québec, enfin à Québec en l'occurrence. Alors,
Effectivement, c'est quand même assez fascinant, mais pas étonnant de la part d'une population qui est quand même assez politisée et qui a eu le sentiment de s'être faite rouler dans la farine avec cette promesse d'un tunnel autoroutier. Et ils ont surtout le sentiment qu'on leur a menti. Parce que si c'est pas faisable pour quelque raison que ce soit pour des raisons de coût ou des questions techniques, parce que, bon, il y a une espèce de profondeur, etc. Il y a des spécialistes qui ont parlé de ça, pour passer en dessous du Saint-Laurent, etc. Mais s'il y a des raisons à ça, les gens sont à la limite capables de comprendre ça, d'admettre ça, etc. Ils s'attendent d'ailleurs, des gens qui dirigent la province, de savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il y a de mieux à faire et de prendre des décisions. Hein. Gouverner, c'est décider, hein, c'est prendre des décisions. Sauf que là, ils ont l'impression qu'on leur a menti. Et je crois que ça a un impact. Et d'ailleurs, c'est vrai que c'est dans la grande région de Québec que la CAQ perd le plus de plumes. Au national, c'est juste 4 points. Mais attention, c'est drôle parce que dans le même sondage, ça dit que l'appui au troisième lien à l'extérieur de Québec et de sa grande région, les gens n'étaient pas si favorables. Mais c'est ça, parce que j'ai les notes ici du sondage, c'est presque la moitié de la population qui est en accord avec la décision du gouvernement de se retirer. Donc, puis, tu sais, les gens qui nous écoutent, qui nous regardent là, ça, c'est les défis de la politique. Tu sais, comment tu fais? Tu peux pas plaire à tout le monde. Exactement. Puis quand on regarde ces chiffres-là, le premier réflexe, c'est de dire que, regarde, ils ont fait la bonne décision. Puis on a discuté de ça. Ouais. Quand tu réalises que c'est pas la bonne décision, c'est pour ça que je dis que moi, j'apprécie les élus qui disent, ou qui ont le guts là, de dire que on a fait une erreur, on va reculer, on est désolé, ça va nous faire mal, comme on l'a vu d'ailleurs dans la région de Québec. Mais 47% de la population qui est en accord avec la position du gouvernement, est-ce que vraiment le parti de M. Legault est dans une tendance défavorable? I don't know. Parce que, tu sais, la majorité des Québécois disent bravo, M. Couillard. On est d'accord avec vous. Monsieur Legault. Excusez-moi. Mais regarde, c'est en fait, tu pointes le doigt sur quelque chose effectivement de très intéressant en termes, si tu veux, d'analyse un peu du sondage et de compréhension des rapports de la politique et des miroirs de la politique. En fait, les gens sont d'accord avec le gouvernement sur cette espèce de recul concernant le troisième lien, mais attention, il reste qu'il y a une espèce de nuage noir entourant cet enjeu-là, tu comprends? Mm-hmm. qui va quand même affecter j'ai envie de dire le moral ou la manière dont la population perçoit le gouvernement. Donc, tu peux être d'accord avec la décision du gouvernement, mais la manière dont ça a été fait, ce sentiment de mensonge, etc., fait en sorte que même ceux qui sont d'accord avec le gouvernement se disent « Ah, non, tu sais, il y a quelque chose qui va pas. » Exactement, parce que l'autre statistique, c'est que même si on dit que, regarde, la moitié presque de la population pense qu'ils ont fait un bon coup pour reculer, mais quand même, 40% des Québécois croient que le gouvernement a menti. Il a utilisé la promesse du troisième lien pour se faire élire. Donc, c'est quand même quelque chose. Là. Tu sais, t'es comme, oui, on est d'accord que tu recules, mais c'est ça. 40% on pense que t'as trahi la population. Et c'est là où la politique devient difficile. Puis, encore une fois, on ne sait pas si c'est juste un sondage parce que les gens sont fâchés en ce moment ou est-ce que ça va être une tendance. Nous le verrons bien. Cela dit, si, je dis bien si, ça venait à devenir une tendance, ou tout du moins quelque chose qui reste, qui colle un petit peu au gouvernement caquiste et à François Legault, là, François Legault va découvrir la vraie politique. La politique où il va falloir, dealer, excuse-moi l'anglicisme, mais dealer avec
avec le mécontentement de la population, puis le fait de devoir gouverner pour l'ensemble des Québécois. Et ça, c'est pas facile. Ça, c'est ce que d'habitude vivent tous les gouvernements. Mais le gouvernement de François Legault, en 4 ans et demi au pouvoir, ne l'a jamais vécu. Jamais vécu ça, ouais. Parce qu'il a toujours été stratosphérique dans les sondages et dans l'appréciation des gens qu'ils en avaient. Écoute, il est passé de 76 députés à 90 députés. Moi, c'est énorme. Je pensais même pas, moi, voir un jour un parti avec 90 députés, ouais. surtout dans un contexte de multipartisme. Encore quand c'était 2 partis, admettons qu'il y en avait un qui était très fort et qui remportait des élections face à un gouvernement qui perdait des plumes. C'est arrivé à Robert Bourassa qui avait perdu face au PQ en 76, où ça avait été un raz-de-marée de députés péquistes. À la limite, ça aurait pu se voir à ce moment-là, 90 députés versus 35 députés. Mais dans un contexte où on a 5 partis politiques, mon Dieu, de voir 90 députés, c'est pas mal. Il domine. L'autre chose, avant qu'on passe au prochain sujet, c'est le sort du Parti libéral. On voit un peu comment suite à ce sondage-là, les différentes variations, c'est sûr que les régions, c'était pas mal. Il y a toujours eu une présence forte du PQ, donc peut-être c'est pas un choc complet de voir que cet appui-là retourne au Parti québécois et que le Parti libéral, surtout maintenant que son appui est surtout concentré sur l'île de Montréal, il est vraiment pas affecté par ce qui se passe là. Moi, je vais te lancer une hypothèse que j'ai toujours pensé, peut-être c'est farfelu. Moi, j'ai l'impression que une grande partie du sort du Parti libéral durant ces 2 derniers mandats, c'est relié au sort du PQ. Le fait que le PQ a perdu beaucoup d'appui, que ce soit à Montréal ou en région, ça a affecté le Parti libéral parce qu'il n'y a plus cette division de vote qui aidait les libéraux à gagner dans certains comtés. Est-ce que, hypothétiquement, si ces appuis-là convergent plus vers le PQ, est-ce que le Parti libéral peut voir une lumière au fond du tunnel quelque part à l'extérieur de Montréal? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est est-ce que la bonne personne à diriger ce parti-là, c'est Marc Tanguay? Parce qu'il est dernier dans les sondages quand vient pour voir le leader qui ferait le meilleur premier ministre. Il tombe vraiment dernier. À 5%, c'est comme dans la portion de négliger. Là. C'est négligeable. Ça compte même pas. Ouais. Écoute, je vais essayer bien humblement de répondre à ces questions-là. Tu comprendras que j'ai pas de science infuse là-dedans, mais je peux te donner mon opinion sur la question. Ben, d'abord, la première, c'est de savoir est-ce que le fait que le PQ devienne un peu plus fort, est-ce que ça pourrait permettre au PLQ de se refaire une place un peu comme avant? Moi, sincèrement, si tu me poses la question aussi froidement, ma réponse aussi froide est non. Okay. Moi, je pense pas, parce que c'est pas ça la recette. Hein. Comment dire, qu'un parti politique puisse se repositionner favorablement, ça ne doit pas dépendre d'un autre parti. Moi, j'ai envie de même te dire que si c'est le cas et que chez les libéraux, on pense ça, ça pourrait au contraire contribuer à ce que ce parti-là tombe encore plus bas. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que si à un moment donné, on se retrouve avec un PQ qui renaît de ses cendres plus ou moins, et qu'on commence à avoir une bataille CAQ-PQ, PQ qui est souverainiste, CAQ qui est, je ne vais pas dire fédéraliste, parce qu'à mon sens, tout du moins dans ma définition, ils ne le sont pas. C'est pas clair. Ouais. Ils ne le sont pas, mais au moins une chose est certaine, c'est qu'ils ne sont pas séparatistes. Ouais. Officiellement, ils ne le sont pas. C'est pas dans leur plan. Il y a des gens qu'on sait qui sont très fédéralistes qui sont là, le ministre des Finances Girard, entre autres, etc. Alors, s'il devait commencer à y avoir un PQ fort, puis qu'il commençait à y avoir des courses entre la CAQ et le PQ,
oublie ça, le vieux positionnement du PLQ, ça se peut que ce soit la CAQ qui le récupère et ça risquerait de marginaliser le PLQ davantage. Donc moi, je pense que ce serait pas... c'est un point intéressant. Il faudrait pas se frotter les mains et en se disant, en fait, l'augmentation du PQ va nous contribuer. Non, je pense pas que si les libéraux pensent comme ça, à mon avis, c'est une erreur. Est-ce qu'il pourrait y avoir un avantage à un certain moment donné, parce que c'est des vases communicants de votants qui passent de la CAQ au PQ, c'est ça, de la CAQ au PQ, qui fait en sorte que le PLQ pourrait se replacer, honnêtement, à 6% dans les sondages, là, dans certaines régions et chez les francophones, etc. C'est pas assez. Mais non, c'est pas assez, clairement, c'est pas assez. Maintenant, sur ta deuxième autre question concernant Marc Tanguay, je veux dire, c'est très ingrat la position dans laquelle il est. C'est très, très, très ingrat. Il est chef intérimaire. C'est pas facile. Hein. Tu fais l'intérim, ça va bien, c'est grâce au parti, ça va mal, c'est à cause de toi. Non, moi, je pense que Marc Tanguay, il fait, à mon sens, ce qu'il peut faire avec ce qu'il a, avec les cartes qu'il a entre ses mains. C'est pas évident. C'est sûr que aujourd'hui, le PLQ essaye plus d'assurer une présence parlementaire, un travail parlementaire dans les commissions, etc. Donc, de jouer un peu son rôle d'opposition. Le PLQ n'est pas dans la construction encore. Et ça ne se fera pas avec un chef intérimaire, ça se fera avec un chef en titre, si tu veux. Maintenant, la question, tu pourrais me dire, oui, mais Marc Tanguay voudrait ou pourrait vouloir éventuellement devenir chef. Mais il y a surtout des rumeurs qui circulent là-dessus qu'après la session parlementaire, il va laisser sa place comme chef intérimaire et rentrer officiellement dans la course. Honnêtement, franchement, je ne sais pas si c'est une rumeur ou des spéculations qui sont devenues des rumeurs. Je ne sais pas à quel point c'est fondé, j'ai aucune idée, franchement. Mais c'est sûr que lui, c'est un gars intelligent. Il va prendre tous les éléments en main et lui-même va se dire, est-ce que le fait qu'il est intérimaire, est-ce que ça a l'avantage? Est-ce que ça le désavantage? Lui, il va prendre toutes ces données en considération avant de prendre sa décision. Mais chose certaine, c'est que là où ça pourrait créer un malaise, c'est advenant le cas qu'il veuille devenir chef de ce parti, c'est-à-dire de chef permanent, si tu veux, de ce parti. Puis là, tu peux pas être l'intérimaire et le candidat. En même temps, ça va être un peu compliqué. Non, mais ça, moi, je l'ai dit à mon podcast en anglais suite au départ de Dominique Anglade, où il y avait toutes les spéculations, qui va assumer l'intérim, etc. Moi, j'étais en faveur pour Marc Tanguay. Mais une fois qu'il est rentré intérimaire, puis je me rappelle de ça comme si c'est hier, 24 heures avant d'annoncer même pas, moins de 24 heures avant d'annoncer le chef intérimaire, le parti envoie un courriel à tous les membres leur disant que, en passant, on voulait juste clarifier que selon la Constitution, c'est pas écrit qu'un chef par intérim n'a pas le droit. Donc, just for your info. Puis moi, je disais, c'est curieux quand même qu'ils nous envoient ce courriel-là. Puis là, il y a Marc Tanguay qui est nommé. Puis ça c'est resté dans ma tête. Je dis, pourquoi qu'ils ont fait ça? C'est une règle non écrite. OK? On le comprend, c'est pas dans la Constitution. Mais est-ce que Marc Tanguay a l'intention de faire quelque chose? Est-ce qu'il a l'intention de profiter de toute cette visibilité puis toute cette attention-là pour l'utiliser comme tremplin à une course au leadership possible? Je sais pas. On va voir. Moi, je suis en défaveur qu'un chef par intérim se lance dans la course au leadership. C'est pas juste pour les autres personnes qui veulent assumer ce rôle-là. On verra ce qui va se passer à la fin. C'est au parti de décider si c'est quelque chose qu'il veut vivre avec. Moi, je suis un peu mal à l'aise avec ça. Mais quand j'ai vu ce sondage-là, je me suis demandé, à 6% d'appui, là, ou 5%, est-ce qu'il veut vraiment rentrer dans ce jeu-là? Est-ce que c'est pas peut-être mieux d'amener un nouveau visage, quelqu'un de plus rafraîchissant, quelqu'un qui aura peut-être une chance? Je sais pas. I don't know. Ouais, mais écoute, en fait, le malaise, je peux le comprendre et je le partage d'une certaine manière aussi. C'est sûr que tu peux pas être, à mon sens en tout cas, tu peux pas être chef de parti par intérim et être candidat en même temps. Il y a à tout le moins
je vais pas dire une apparence de conflit d'intérêts, mais il y a quelque chose au niveau de la gouvernance qui est un peu particulière. Parce que, tu sais, généralement, ce qu'on demande à un chef par intérim, c'est de s'assurer qu'il y a une course et que ça se déroule bien et que le chef qui va être élu va arriver dans les meilleures conditions. C'est ça le rôle d'un intérimaire. Maintenant, à la défense un peu de Marc Tanguay, là, il faut remettre ça dans le contexte du départ de Dominique Anglade, où ça prenait un chef par intérim. Et quelqu'un qui a l'expérience. Mais non, mais c'est ça. Oh, j'avais aucunement... Mais c'est ça. J'avais rien à dire contre ça. C'était la personne parfaite. Mais en fait, j'ai envie de te dire, c'était quasiment un choix naturel. Parce que sincèrement, sur les 19, c'est, à mon sens, celui qui est le plus capable et le plus à même à jouer ce rôle-là. D'autant plus que, non seulement c'est le plus expérimenté des députés, je pense. Le plus, c'est Philomena qui est arrivé en 2008, peut-être. Mais en tout cas, il a plus... Non, mais j'ai envie de dire quand même, comme parlementaire, il a quand même occupé au Parlement plusieurs rôles, etc. Puis en plus de ça, il a été président du parti. Et ayant été président du parti, il comprend aussi... Il connaît un peu les instances. Mais oui, il connaît Alors, tu sais, pour moi, c'était assez naturel. Tu sais, son côté avocat aussi, qui est capable de jouer un bon rôle et de plaider en chambre, etc. Regarde, c'est très bien. Là, maintenant, la seule chose, encore une fois, à sa défense, c'est que... lui, il ne faut pas non plus le fait qu'il soit le choix naturel, que ça le pénalise dans sa... comment je vais te dire ça, dans ses ambitions politiques. C'est-à-dire, non mais parce que s'il avait été, il aurait très bien pu être égoïste et dire non, ça m'intéresse pas parce que j'ai pas encore pris ma décision si je vais y aller ou non, donc je n'y vais pas. Ouais, c'est comme un damned if you do, damned if you don't. Tu sais, c'est un peu étrange, je comprends, mais je sais pas. Moi, je pense que tu parais beaucoup plus pire si tu prends ces décisions-là juste parce que tu veux pas être l'égoïste puis dire, regarde, je suis le choix naturel, il faut que je prenne les choses en main, puis good for him. Moi, je suis 100% d'accord. C'est du leadership, ça, en passant. Oui, absolument. Mais tu comprends qu'en faisant ça, tu t'élimines de la course. Je sais pas, tu sais. Mais choisis, qu'est-ce que tu veux faire? Je sais pas. Non, mais regarde, de toutes les manières, comme ce que je te dis tantôt, c'est un gars intelligent qui va prendre toutes les données et analyser ça, puis prendre le choix qui lui est le mieux, si tu veux. Mais il reste que la politique, tu sais, je veux dire, la politique, tu sais, une session, pas une session parlementaire, mais une législature, c'est long. Hein. Tu sais, c'est 4 ans. Des opportunités d'être chef ou non, ça n'arrive pas tous les 4 matins non plus. À un moment donné, on a en politique, on a des ambitions, puis c'est une bonne chose que d'avoir des ambitions. Puis le gars, il doit se dire, mais là... C'est le timing parfait. Mais oui, mais c'est ça. Mais c'est-à-dire que lui, il démontre une certaine forme de leadership parce qu'il comprend qu'il est une sorte de choix naturel pour devenir chef par intérim. Mais il ne faudrait pas que ses capacités à jouer collectif l'empêchent, lui, d'avoir les ambitions. Alors, et surtout, sur le moment, il fallait prendre la décision sur le moment. Et lui, sur le moment, qu'est-ce qu'il leur disait? Enfin, j'étais pas là, mais de ce que j'ai compris, et d'après les diverses sources avec qui j'ai pu discuter, mais tu sais, il allait pas prendre la décision s'il allait au leadership ou non en octobre dernier. C'était pas possible. C'est sûr que non. Fait que à ce moment-là, la réponse aurait pu être merci tout le monde, mais j'ai pas pris ma décision. Et comme c'est incompatible d'être intérimaire et d'être candidat, alors je n'y vais pas. Tout le monde aurait dit ou aurait pensé qu'il manquait de leadership, justement, et que il jouait pas collectif. Non, mais pas nécessairement, parce que tu vois, comme un gars comme André Fortin, il a aussi une ambition, puis c'est une bonne chose d'avoir une ambition, puis il sait ce qu'il veut, puis il a dit, regarde, je suis désolé, moi je veux, peut-être, je sais pas ce qu'il va faire à la fin, mais assumons qu'il va rentrer dans la course de leadership. Ici, la direction où il veut se diriger, puis il dit, regarde, moi je peux pas faire ça parce que je pense plutôt aller vers là, tu sais. Oui, mais alors, André Fortin aurait très bien pu faire un chef intérimaire aussi s'il l'avait souhaité. Maintenant, il faut juste comprendre une chose, c'est que un chef intérimaire et un chef en titre, si tu veux, moi, je pense que c'est des profils qui sont différents. Hein. Tu sais, Jean-Marc Fournier a été un chef intérimaire exceptionnel. Exceptionnel.
mais il n'aurait jamais été un chef en titre. Lui-même n'y a jamais pensé, même s'il y a des gens qui ont sans doute qui lui ont sans doute dit tu devrais y aller, mais lui, c'était pas quelque chose qui l'intéressait. Et alors, je suis pas en train de dire que Marc Tanguay n'a pas le profil d'un chef en titre, mais ce que je veux dire par là, c'est que assurément, il avait les qualités pour être un chef intérimaire. Allez, dernière chose, littéralement dernière chose avant qu'on quitte au prochain sujet. Je l'ai déjà dit dans un autre épisode que la personne dans cette législature-là qui m'impressionne le plus, c'est Paul Saint-Pierre Plamondon. Je l'ai dit, puis ça a l'air que les sondages pointent vers cette même direction-là. Le gars, il fait une très bonne job comme leader du parti. Ils ont pris des décisions que moi, je suis pas d'accord, mais que pour sa clientèle à lui, pour son électorat à lui, pour ses membres à lui, c'était les meilleures positions. D'aller contre le fait de, tu sais, l'affaire là, sur le roi, là, le serment. Le serment au roi, il a gagné. Ils sont rentrés sans faire le serment. Tu sais, toutes ces positions qu'il a prises depuis le tout début, c'est les bonnes décisions pour les membres du PQ. Et ça commence ben, le sondage nous montre que peut-être, encore là, c'est juste un sondage, mais ça démontre que peut-être ça montre qu'il a pris les bonnes décisions. Mais écoute, je voulais te faire la blague. Moi, je pense que notre podcast, il doit être très écouté dans la région de Québec. Évidemment, c'est une blague. Mais effectivement, je me souviens très bien, tu avais dit de super belles choses sur Paul Saint-Pierre Plamondon. Puis en passant, tu avais raison, puis je suis d'accord avec toi. Puis sais-tu quoi? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec ça parce que il y a même des personnes qui sont pas nécessairement péquistes qui trouvent qu'il fait... Alors, quand on dit une bonne job, on s'entend, c'est une bonne job politique. Hein, on n'est pas nécessairement d'accord avec les points de vue ou les positions, etc. Mais il reste que il a une attitude, une approche qui plaît. Elle plaît beaucoup. Puis, non, il fait preuve d'une maturité pour un nouveau parlementaire. Mais il ramène une fraîcheur, une fraîcheur. Puis honnêtement, moi je le trouve cool. D'ailleurs, il est tellement cool, on devrait l'inviter. Est-ce qu'on lance l'invitation? S'il écoute ou si quelqu'un au Parti québécois écoute, j'ai déjà envoyé un message en privé sur son Instagram. Peut-être que c'est pas la bonne approche, là, mais ça. on va aller par les bons... Sais-tu quoi? On va le taguer. On va mettre ça en clip, on va faire ça en extrait, on va le taguer, on va voir s'il nous écoute. Oui, venez au podcast. Là, voilà. Vous êtes le seul d'ailleurs sur l'île de Montréal, donc vous êtes très proche du studio. Non, mais ce serait le fun. Puis en plus, il est tellement... Regarde, il est tellement... accessible, je crois que c'est pas impossible qu'il accepte. Mais s'il n'accepte pas, on va pas lui tenir non, mais c'est pas grave. Vu que François Legault veut pas l'avoir sur son podcast, mais viens sur le nôtre, puis on va avoir une belle discussion.